Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où l'on va tenter aujourd'hui de répondre à une question compliquée. Donald Trump est-il fasciste ? Si le mot a beaucoup été utilisé dans la campagne, c'est d'abord parce que certains de ses anciens conseillers le définissent aujourd'hui comme tel. Mais ce qualificatif est-il pertinent ? Et si oui, faut-il parler de discours fascistes ou de risques profonds pour la démocratie américaine ? Eh bien, on va prendre le temps d'y voir clair. La première, les clés. For joining us. You got walls and a roof. Well, Under no circumstances, you are promising America tonight you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, what? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border, and I want to drill, That's drill, not that's drill. that's not No, no. that's not retribution. I got I'm it. going to be, you know, he keeps... La séquence se passe sur Fox News. Lorsque le présentateur demande à Donald Trump s'il peut promettre de ne jamais abuser de son pouvoir s'il redevient président, il répond « sauf le premier jour. Je veux fermer les frontières et forer, sous-entendu, pour trouver du pétrole et du gaz de schiste. » Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, il rejoue d'ailleurs lui-même la scène dans la foulée. I'm going to be, you know, he keeps... We love this guy. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. We're closing the border, and we're drilling. After that, I'm not a So dictator. Le public rit et applaudit à tout rompre. Il faut dire qu'on est sur Fox News, chaîne acquise à Donald Trump. Mais quand on se plonge dans la rhétorique de celui qui sera le prochain président des États-Unis, ce n'est peut-être pas cette séquence-là qui est la plus préoccupante. Il y a d'abord ces charges de plus en plus lourdes au fil des meetings sur les migrants et la confusion en permanence entretenue entre migrants et criminels. On day one, I will launch the Dès mon largest premier jour, je lancerai le plus grand programme deportation d'expulsion de l'histoire américaine et j'expulserai les criminels. Je sauverai chaque ville et village qui a été envahi et conquis. Et nous mettrons ces criminels vicieux et assoiffés de sang en prison et les chasserons de notre pays aussi vite que possible. Le raccourci est vite fait. Pour Donald Trump, les migrants qui arrivent dans le pays par millions seraient tous des criminels en puissance. Je pense que le nombre réel est de 15 ou 16 millions de personnes. Nous avons beaucoup de travail à faire. Ils empoisonnent le sang de notre pays. Voilà ce qu'ils font. Les migrants comme un ennemi intérieur donc, mais dans la rhétorique de Donald Trump qui n'a cessé de se durcir de meeting en meeting, l'ennemi intérieur c'est aussi certains démocrates, certains groupes de défense des minorités qui selon lui devraient être réprimés par l'armée si nécessaire. I think the bigger problem is the enemy from within. People from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. It should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Très préoccupante aussi, ces attaques contre les journalistes. En témoigne cette scène lors d'un de ses tout derniers meetings de campagne. I have a piece of glass over here, and I don't have a piece of glass there, and I have this piece of glass here, but all we have really over here is the fake news, right? Donald Trump ironise sur le fait qu'il est protégé pour ce meeting par toute une série de vitres par balles, mais qu'au-delà des vitres par balles, entre lui et un éventuel tireur qui voudrait l'abattre, il y a aussi les journalistes, qu'il n'appelle pas journalistes en réalité, mais qu'il surnomme les fake news. Et il ajoute ceci. And to get me, somebody would have to shoot through
the fake news. And I don't mind that so much. Traduisez, pour m'atteindre, il devrait tirer au travers des fake news, sous-entendu donc des journalistes, et ça ne me dérangerait pas tant que ça. Il y a donc les mots de Donald Trump qui inquiètent, et des mots de ses anciens proches conseillers qui inquiètent parfois encore davantage. Notamment ce qu'en dit John Kelly, son ancien directeur de cabinet dans le New York Times. Pour lui, c'est évident, Donald Trump a toutes les caractéristiques du fasciste. Si l'on regarde la définition du fascisme, c'est évident, il s'agit d'une idéologie et d'un mouvement politique d'extrême droite, autoritaire et ultranationaliste, caractérisé par un chef dictatorial, une autocratie centralisée, le militarisme, la suppression forcée de l'opposition et la croyance en une hiérarchie sociale naturelle. Et il ajoute, lui qui a passé beaucoup de temps donc dans des réunions à huis clos avec Donald Trump quand il était président, il préfère très certainement l'approche dictatoriale dans la manière de gouverner. Il n'a jamais accepté le fait qu'il n'était pas l'homme le plus puissant du monde. Et par le mot puissance, je veux dire la capacité à faire tout ce qu'il voulait, au moment où il voulait. Voilà, ça ce sont les mots donc de l'ancien chef de cabinet de Donald Trump sous son premier mandat qui s'appelle John Kelly. Avec nous dans le studio pour poursuivre la réflexion, François Debras, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Université de Liège, au Centre d'études démocratie, et vous vous intéressez particulièrement au populisme, à l'extrémisme, au complotisme aussi. Alors je vais vous poser la question de but en blanc. Est-ce que vous le qualifieriez de fasciste, Donald Trump, comme le fait John Kelly, son ancien conseiller ? Alors, la question peut paraître très simple, mais en même temps, elle est compliquée. Parce que quand on va attribuer ce qualificatif à une personne, il faut se poser la question du est-ce qu'on définit un type de discours, est-ce qu'on définit une personnalité, ou est-ce qu'on va définir le parti auquel il se rattache. Pour pouvoir qualifier en fait Donald Trump de fasciste, il faudrait aussi également définir qu'est-ce que le fascisme. Il n'y a pas du tout de consensus sur les définitions qu'on peut donner à ce terme. On pourrait dire que dans un premier temps, le fascisme, ça peut être une attaque politique qui va viser à décrédibiliser, à déstabiliser un adversaire. On va le traiter de fasciste, ou on pourrait dire aussi de facho, comme on peut l'entendre de temps en temps. À côté de cette arme finalement rhétorique, on peut aussi définir le fascisme d'un point de vue historique. Le fascisme, ça va renvoyer à un moment précis de l'histoire européenne. C'est un système politique totalitaire et nationaliste qui va être mis en place par Mussolini en 1922 en Italie. Ce régime politique va en inspirer d'autres, je pense notamment à l'Espagne de Franco, à l'Allemagne de Hitler. Le fascisme, en ce sens, ce serait une mise en marche de la société par différentes personnalités, le monde industriel, les grands propriétaires, pour rétablir l'ordre au sein de la société. À côté donc de cette définition plutôt historique, on a d'autres définitions plutôt alors idéologiques. Et là, je pense notamment à Umberto Eco, qui va développer le concept d'ur-fascisme et qui considère que le fascisme n'est pas limité à un moment dans l'histoire ou n'est pas limité à un pays spécifiquement, mais il y a une liste de critères que l'on doit interroger. Parmi ces critères, il y a notamment, il cite le culte du chef, de la tradition, le rejet de la modernité, le racisme, le nationalisme, l'appauvrissement de la langue, la guerre permanente, l'appel à un héros, l'antiparlementarisme, le machisme. Et là, on se rend compte que si on prend cette définition-là, on a déjà plus de points d'éléments, alors je ne dis pas tous, mais il y a des éléments qui collent avec la rhétorique de Donald Trump et qui doivent éveiller notre attention. Oui, et c'est évidemment là-dessus qu'on a envie de revenir dans cette émission. Et on peut peut-être prendre quelques points des critères pointés par Umberto Eco et par d'autres spécialistes justement sur le fascisme, notamment cette idée qu'il y aurait une guerre constante à mener face à un ennemi intérieur. Et ça, on l'a entendu dans sa rhétorique. On sent que l'ennemi intérieur, c'est le migrant qu'on considère le plus souvent comme un criminel en puissance, mais c'est aussi des organismes de défense des minorités, c'est aussi parfois certains opposants politiques. Et on entend dans les mots de Donald Trump, et ça c'est quand même aussi assez inquiétant, l'idée, alors est-ce que c'est juste un discours? Évidemment, c'est toute la question, qu'il faudrait faire intervenir la garde nationale, voire l'armée face à ses ennemis intérieurs. Là, on a quand même une des caractéristiques importantes
du fascisme. Oui, bien sûr. Là, on a la caractéristique où on va définir des individus en fonction de leur origine, en fonction de leur nationalité, en fonction de leur religion, et on va les hiérarchiser. Il y aurait des individus supérieurs et des individus qui seraient inférieurs, et on va les définir par leur groupe d'appartenance. Bien plus que cela, on va considérer, et c'était aussi dans les discours de Donald Trump, que finalement les migrants auraient appauvri ou souillé le sang des Américains. Donc il y a cet ennemi intérieur qui est aussi le migrant, mais qui est aussi les institutions et parfois les démocrates eux-mêmes. On va transformer dans les discours de Donald Trump l'opposant en un ennemi. Donc il n'est plus question de dialoguer, il n'est plus question d'échanger, il est question de combat, de lutte et parfois même de survie. Alors peut-être plus spécifiquement, pour continuer aussi sur la définition du fascisme, il y a des autrices et des auteurs qui ont questionné le fascisme au regard de l'histoire politique américaine. Et là, je me réfère par exemple aux travaux de Sylvie Laurent, qui est une historienne et une chercheuse associée à l'université de Harvard, qui va expliquer que selon elle, le fascisme, c'est une alliance entre le capitalisme et le racisme, et que cette alliance n'est pas du tout limitée à l'Europe, qu'elle est liée à l'histoire de la colonisation, mais qu'elle est aussi intrinsèquement liée à l'histoire politique américaine. Selon elle, le rêve américain ou la construction des États-Unis va reposer sur la conquête, va reposer sur la colonisation, sur l'accumulation indéfinie de richesses, la domination de peuples qui vont être jugés comme inférieurs. Et donc, il y aurait un fascisme présent dans l'histoire américaine qui serait parfois latent, qui serait parfois en train de se réveiller. Et par rapport à cette vision tout à fait spécifique du fascisme, on peut poser la question savoir est-ce que Donald Trump est fasciste, mais aussi l'évolution idéologique du Parti républicain qui va jouer également sur différents éléments de cette définition. Mais donc, selon ces auteurs que vous citez, parler de fascisme aux États-Unis et dans le cadre et même la tradition, l'histoire politique américaine, ça peut avoir du sens aussi. Si on revient sur les critères, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de s'y arrêter, vous l'avez mentionné, c'est notamment cette espèce de novlangue, l'idée d'un vocabulaire pauvre, d'une syntaxe rudimentaire. Alors ça, c'est pas nécessairement une caractéristique du fascisme. On peut avoir un discours simple et sans être forcément un fasciste. Mais par contre, chez Donald Trump, c'est quelque chose d'aussi assez évident dans la façon dont il construit ses messages. Oui, alors si on prend de manière unique chaque critère, on ne les remplit pas tous et on peut trouver ces critères chez d'autres personnalités aussi. Par contre, ce qui doit éveiller notre attention, c'est la répétition de certains critères ou l'augmentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un critère, on peut en avoir 2, 3, 4, 5. Par rapport à l'appauvrissement de la langue, ce qui est très intéressant lorsqu'on étudie les discours de Donald Trump, c'est que Donald Trump va jouer sur des phrases très courtes, 9 mots, 10 mots maximum. On va construire des phrases très simples, sujet, verbe, complément, et on va toujours jouer sur une dichotomie au niveau des émotions. Le négatif contre le positif. On va jouer sur des ascenseurs émotionnels. On va présenter l'ennemi intérieur, les migrants, les démocrates. On va présenter une situation dramatique, un chaos, un danger. Et à côté de cela, on va se présenter comme un sauveur, comme une lumière dans la nuit, comme un phare. Et donc on va créer une instabilité émotionnelle sur laquelle on va pouvoir jouer, sur laquelle on va pouvoir proposer des alternatives. Et il y a une situation dramatique, appelle alors des solutions exceptionnelles. On a vu construire des camps. Alors il y a la logique du faux ami, on parle de deportation en anglais. On ne peut pas vraiment traduire ça par déportation, mais il y a quand même cette idée qu'on veut construire des camps, renvoyer certaines personnes, mobiliser l'armée également pour solutionner certains, entre guillemets, problèmes qui sont dénoncés comme tels. Donc effectivement, tout cela peut renvoyer à la définition d'Umberto Eco. J'avais pointé encore un point dans ces 14 critères à Umberto Eco. Il dit « Le fascisme éternel transporte sa volonté de puissance aussi sur le terrain sexuel. Il est machiste, ce qui implique à la fois le mépris des femmes et l'intolérance et la condamnation des mœurs sexuelles hors normes. » Là aussi, on est en plein dedans avec Donald Trump. Oui, bien sûr, on est en plein dedans. Ça se retrouve chez Donald Trump et plus largement, on observe ça aujourd'hui. Il y a les enquêtes qui sortent sur l'électorat de Donald Trump et on se rend compte de ce gender gap, de cette différence entre les genres qui ont permis le vote de Donald Trump, où on a bien sûr un discours machiste, viriliste qui a primé et qui a joué sur cette logique victimaire également. On nous vole certains privilèges, on nous vole une certaine identité également. Voilà donc pour certains aspects de la qualification et on comprend dans ce que vous nous dites que, en tout cas, ça peut avoir du sens d'appliquer la grille de lecture du fascisme à un Donald Trump, même si évidemment ça reste sujet à débat entre scientifiques et puis que c'est un terme qui peut être utilisé dans le débat public, un terme qui peut être utilisé aussi pour décrédibiliser un adversaire. On voit quand même qu'il y a une série de traits qui peuvent vraiment nous
rapprocher de ce fascisme idéologique que vous nous avez décrit. Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a différentes définitions du fascisme. Est-ce que Donald Trump est un fasciste ? Tout dépend de la définition que l'on va prendre. Il y a des définitions plus historiques, il y a des définitions plus idéologiques. Et alors, il y a tout un pan de la littérature qui a étudié l'histoire américaine à travers la notion de fascisme et qui mérite au minimum toute notre attention. Bon, mais la question maintenant qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que toutes ces caractéristiques de Donald Trump que l'on vient de pointer, est-ce que c'est son discours en campagne, dans des meetings, parce qu'il faut mobiliser, il faut radicaliser parfois aussi le propos pour se différencier et pour aller gagner des élections, ou est-ce qu'il y a un risque réel de voir un projet politique fasciste se mettre en place avec ce retour de Donald Trump maintenant à la Maison-Blanche dans des circonstances qui ne sont plus exactement les mêmes que celles qu'elles étaient en 2016. Alors encore une fois, effectivement, la question est compliquée de savoir est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ce sont des discours ou est-ce que ce sont des actes ? Comment vont répondre en fait les institutions américaines par rapport à cette thématique-là ? Et là, il y a différentes clés de lecture qui peuvent être apportées également. On se rend compte, on parle souvent pour le système politique américain des logiques de check and balances, c'est-à-dire qu'en fait, dans le système politique américain, la République est construite sur une forme de limitation. On va avoir une trinité, on va avoir la Maison-Blanche, on va avoir le Congrès et on va avoir la Cour suprême. Aujourd'hui, il y a encore des questions sur, par exemple, le nombre de députés au sein de la Chambre des représentants pour les républicains et pour les démocrates. Mais si Donald Trump arrive à cocher finalement cette trinité, on peut se poser la question de sa capacité à mettre en place toute une série de réformes et toute une série de transformations. Pourquoi ? Parce que aussi, toujours dans cette logique de check and balances, aux États-Unis, le président est un acteur sur la scène nationale assez faible. Barack Obama expliquait qu'un président, c'est avant tout un numéro de téléphone. Et donc, il a besoin de députés, il a besoin de soutien pour pouvoir mettre en place ces politiques. On peut avoir un contrôle de la part du Congrès sur le président, un contrôle de la Cour suprême sur la législation. Il y a des logiques de veto et de contre-veto. Maintenant, une fois qu'on a un soutien du Congrès et un soutien de la Cour suprême, alors certaines politiques peuvent être mises en place. On explique aussi souvent qu'il y a une distinction à faire entre le Trump d'avant et le Trump d'aujourd'hui, qui connaît mieux les institutions, qui est mieux préparé, qui a une équipe, on pourrait dire, sa garde rapprochée, qui est aussi beaucoup plus compétente, qui a une meilleure vision, une meilleure compréhension des institutions. Après, toujours est la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donald Trump est aussi quelqu'un d'assez imprévisible finalement, donc ce n'est pas si simple de répondre à cette thématique-là. Un autre élément, je pense, qui mérite notre attention particulière, c'est aussi la question des mythes américains. Les États-Unis sont construits sur un certain nombre de mythes. La sacralité des institutions politiques, la centralité de la Constitution et le caractère intouchable de cette Constitution. Le mythe du président comme américain ou américaine, américain en l'occurrence, au-dessus de la mêlée, représentant de la nation qui va, par exemple, à travers certains éléments, par exemple, gracier une dinde le jour de Thanksgiving, qui va lancer la première balle au Super Bowl, qui va brancher le sapin de Noël. Et ce qui est aussi, qui doit éveiller notre attention, c'est que Donald Trump, dans son discours, va systématiquement déconstruire ces mythes. Ne serait-ce qu'avec la prise du Capitole, on a une attaque, en fait, directe et très forte et symbolique contre une institution, symbolique et physique. Ne serait-ce qu'aussi avec différents éléments de langage, on va attaquer ce mythe du président. On a eu par exemple le mugshot, donc Donald Trump qui a été pris en photo dans une prison. On va aussi comme ça donc déconstruire l'image du président et tout ce qui vise à détruire dans une logique inversée le renforce lui-même en se présentant contre le système, contre les élites, contre l'ennemi intérieur. Mais une fois que l'on détruit certains mythes, et là on n'est pas propre à la société américaine, quand on déconstruit des mythes politiques, alors pourquoi croire des institutions si le président se permet de les insulter, de les critiquer? Pourquoi suivre la Constitution si après tout il est présenté comme quelque chose qu'on peut réformer en fonction de nos envies? Et tout ça pose des questions sur l'avenir que l'on prépare, non seulement dans les faits, mais aussi dans la mentalité des Américains par rapport à la société dans laquelle et les institutions dans lesquelles ils évoluent. Oui, c'est très interpellant ce que vous nous dites là. Quelque part, on sait, et on va y revenir encore dans quelques instants, mais que les circonstances du pouvoir de Donald Trump ne sont plus les mêmes cette fois-ci que ce qu'elles n'étaient en 2016, parce que
son entourage a changé parce que potentiellement il peut avoir le contrôle sur tout le Congrès tout en ayant maintenant une Cour suprême à sa main. Mais vous nous dites aussi que ce qui encadre un peu aussi le rôle du président aux États-Unis, c'est le fait qu'il s'inscrit dans une histoire, dans une tradition, dans toute une série de mythes. Mais comme il a déjà abîmé, voire fait presque tomber certains de ces mythes lors de son premier mandat, c'est aussi un acquis pour lui s'il veut faire de la politique de manière très différente de ce qui a été mené dans le cadre strict des institutions américaines jusqu'ici. Je propose qu'on s'arrête quelques instants sur un personnage qui est à côté de Donald Trump, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Il s'appelle J.D. Vance. C'est le vice-président de Donald Trump. Ce sera son vice-président à partir de janvier prochain. Et son profil, eh bien, il interpelle parce qu'à certains égards, il peut paraître presque plus radical que Donald Trump. Et c'est Sarah Pousset qui nous trace son portrait. J.D. Vance, 40 ans, va devenir l'un des plus jeunes vice-présidents des États-Unis. Une destinée qui n'était pas vraiment toute tracée. Fils d'une mère toxicomane, J.D. Vance est élevé par ses grands-parents en Ohio. Il vit dans la pauvreté mais parvient quand même à étudier à l'université de Yale. Une véritable incarnation de l'American Dream qu'il a raconté dans un livre, Hillbilly Elegy, devenu best-seller et adapté au cinéma. Et ça, c'est un passé qui plaît aux électeurs. J.D. Vance parle à la classe ouvrière blanche et sait entretenir ses peurs. Pourtant, à l'époque, ses opinions sont bien différentes de maintenant. I'm a never Trump guy. I never liked him. I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. Mais ça, c'était en 2016. L'homme va progressivement changer d'avis sur Donald Trump. Ex-marine, envoyé notamment en Irak comme correspondant de guerre, J.D. Vance fait carrière dans le milieu des startups, puis décide de se lancer en politique. En 2022, il devient sénateur de l'Ohio et ses thèmes de campagne le rapprochent déjà de son mentor. Are you a racist? Êtes-vous raciste? Détestez-vous les Mexicains? Les médias nous traitent de racistes parce que nous voulons construire le mur de Trump. Ils nous censurent, mais cela ne change pas la vérité. Les frontières ouvertes de Joe Biden tuent les habitants de l'Ohio avec plus de drogues illégales et plus d'électeurs démocrates qui affluent dans ce pays. Ce problème est personnel. J'ai perdu ma mère très tôt à cause du poison qui traversait notre frontière. Aucun enfant ne devrait grandir orphelin. Je suis J.D. Vance et j'approuve ce message car quel que soit le nom qu'il nous donne, nous ferons passer l'Amérique en premier. America First, protectionnisme sur le plan économique et isolationnisme sur le plan international. Le futur vice-président veut stopper les aides et l'implication américaine dans les conflits mondiaux. Il est aussi contre le droit à l'avortement, le mariage homosexuel et s'est fait remarquer plusieurs fois pour ses propos sur les femmes sans enfants, notamment concernant Taylor Swift ou encore les démocrates qu'il a qualifiés de groupe de femmes à chat sans enfants. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. C'est sur conseil de ses fils et pour plaire à un électorat conservateur plus jeune que Donald Trump a choisi ce quarantenaire, et c'est un pari gagnant. Mais si les deux hommes sont proches politiquement, leurs caractères sont opposés et c'est la rationalité, la logique mais aussi la structure des idées de J.D. Vance qui font très peur à ses opposants. S'il devait remplacer le président, le jeune gars de l'Ohio a les idées très claires pour mettre en place son projet politique. Il pourrait même se révéler bien plus radical que Donald Trump. Alors ça nous permet de parler, François Debras, justement, de l'entourage qui a changé, mais aussi du Parti républicain qui a fondamentalement changé par rapport à la première élection de Donald Trump. On a l'impression, quand en 2016, il arrive comme président, que c'est presque une anomalie pour le Parti républicain et que beaucoup, à l'intérieur du parti, sont un peu gênés aux entournures. On verra encore 4 ans plus tard, lors de la prise du Capitole, que beaucoup de républicains vont prendre leur distance, y compris Mike Pence, le vice-président d'alors de Donald Trump. Ici, aujourd'hui, on a l'impression que Donald Trump a mis le Parti républicain à sa main, qu'il a fait battre des candidats qui étaient des opposants et qu'aujourd'hui, tous les républicains ont dû passer sous les fourches caudines de Donald Trump. Est-ce que ça,
ça ne pose pas un problème dans la capacité d'un personnage comme Donald Trump de pouvoir faire passer des idées et des fonctionnements même qui pourraient être à un moment donné des fonctionnements fascistes. Oui, aux États-Unis, on a deux partis dominants. On a le parti des démocrates et des républicains. Maintenant, il est important de savoir aussi qu'au sein de ces partis, on a différents courants, on a différentes tendances qui peuvent exister. Au début, Donald Trump était plutôt perçu comme un cas particulier, une exception, une anomalie quand il a gagné la primaire des républicains. Petit à petit, il a réussi à imposer un style. Il s'est représenté une deuxième fois, une troisième fois. Et aujourd'hui, il incarne vraiment un courant qu'on pourrait appeler le Trumpisme et qui pourrait peut-être, lui, survivre au sens où même après son deuxième mandat, le Trumpisme pourrait continuer à exister. Ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que ce qui était perçu comme une anomalie devient la généralité, devient la normalité, et que bien plus que ça, aujourd'hui, on a tout un ensemble d'adeptes du Trumpisme au sein du mouvement des Républicains, et on a aussi une certaine peur qui est présente chez des opposants au sein du parti qui n'osent plus s'exprimer ou qui ont peur de perdre leur mandat ou parfois d'être agressés verbalement ou symboliquement en s'opposant frontalement à Donald Trump. Le coup de force aussi du Parti républicain, ça a été d'évoluer et de se changer en fonction de l'idéologie et des discours promus par Donald Trump, et finalement de présenter, et on le voit au niveau de l'électorat et des résultats sociologiques, de présenter finalement l'homme blanc chrétien comme la norme, et que tout ce qui s'opposerait à cette norme serait déviance, extrémisme, dysfonctionnement. En un mot, alors, François Debras, est-ce que, au vu de tout ce qu'on vient d'expliquer, les mythes détruits, le fait que les contre-pouvoirs ne sont plus aussi présents qu'en 2016, la façon dont il a mis ce parti à sa main, on doit avoir une inquiétude pour la démocratie américaine. Elle va être questionnée sans doute plus que jamais dans les années qui viennent? Oui, je pense que c'est pour la démocratie américaine, mais la démocratie au sens large également. On a un discours qui s'est construit sur l'opposition au féminisme, sur l'opposition aux luttes intersectionnelles, aux minorités. Et donc, en fait, c'est la défaite de Kamala Harris, mais plus largement, c'est aussi la défaite d'un discours égalitaire. C'est la victoire, à l'inverse, d'un discours qui joue sur le ressentiment, qui joue sur la critique et parfois la haine de l'égalité. Donc, il y a une nécessité, en fait, de construire des discours alternatifs visant, en fait, le bienfait d'une politique égalitaire. Et ce questionnement-là, il vit dans beaucoup de partis progressistes aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Quelle leçon politique à tirer de l'extrême efficacité aujourd'hui des discours qui polarisent, qui stigmatisent, qui délégitimisent aussi les institutions démocratiques? Quel contre-discours construire face à cela, face aussi à l'omniprésence du thème de la migration et toutes les peurs qu'il charrie? La question se pose dans pratiquement toutes les démocraties occidentales aujourd'hui, et on aura forcément l'occasion d'y revenir dans 2 prochains numéros. C'était Les Clés, un podcast de La Première. Merci à François Debras de l'Université de Liège pour ses précieux éclairages. Merci à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si vous souhaitez découvrir les autres numéros des Clés, allez vite sur Ovio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.